donc 2 jours après la Journée internationale des femmes, si on prend la terminologie de l'ONU, ou Journée internationale des droits des femmes, si on prend la terminologie française, j'ai choisi de rendre hommage à l'astronome Edmé Chandon, à laquelle une place a été dédiée à Nantes alors il faut que je regarde la date, le 16 mai 2019. Donc là, vous voyez l'inauguration de la plaque de la place Edmé Chandon, le 16 mai 2019. Vous connaissez tous Edmé Chandon, donc vous pouvez sortir. Alors précisons qu'en dehors de la place qui porte son nom, Edmé Chandon n'a pas de rapport avec Nantes. Elle est née et morte à Paris et elle a fait toute sa carrière à l'Observatoire de Paris. Je dirai aussi quelques mots de plusieurs autres femmes qui ont exercé à l'Observatoire de Paris aux côtés d'Edmé Chandon pendant une période qui est la période qui va m'intéresser, entre 1908 et 1940. Je vais vous expliquer les 2 bornes au fil de l'exposé. Cette conférence complète le parcours scientifique Voyage d'Orient que nous avons proposé avec mes complices de l'association Méridienne, dont quelques-uns sont dans la salle, pour la Fête de la Science 2019 et le 12 février dernier, dans le cadre de l'exposition du muséum Retour d'Orient, à l'invitation de Sylvie Lebert, qui est aussi dans la salle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons régler la question du qualificatif première. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu parler des astronomes et donc savent qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, il existait des femmes astronomes. Je vous ai mis 3 portraits en diapositive. Madame Lepaute, Madame Dupierry, je ne vous ai pas mis son portrait parce qu'on n'en a pas, et Madame du Châtelet. Donc il y avait des femmes astronomes bien avant Edmé Chandon. Donc elle n'est pas la première astronome. Mais les femmes astronomes du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui furent nombreuses, étaient généralement collaboratrices d'un père, d'un frère, d'un mari, et elles n'étaient pas rémunérées. Donc c'était ce que nous qualifierions aujourd'hui d'amateurs. Edmé Chandon est une astronome professionnelle. Donc c'est une différence majeure. Alors, le grand romancier anglais David Lodge, que Nantes a reçu au Festival Atlantide en 2016, a intitulé le premier volume de ses mémoires « Quite a good time to be born », traduit en français par « Né au bon moment ». C'est un titre un peu paradoxal qu'il explique, parce qu'il est né 4 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Donc comment peut-on dire qu'on est né au bon moment quand on est né 4 ans avant la Seconde Guerre mondiale? Il l'explique parce qu'à la suite de la guerre mondiale, il a profité de la politique d'éducation menée par les travaillistes et il a pu avoir une éducation secondaire puis supérieure, puis devenir professeur d'université grâce à cette éducation. Et donc, j'ai choisi de placer la courte vie d'Edmé Chandon sous le même signe, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elle aussi, elle est née au bon moment. Mais en revanche, vous verrez qu'elle n'est pas du tout morte au bon moment. On en parlera tout à la fin de l'exposé. Alors, donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une espèce de biographie intellectuelle de cette femme très, très, très intéressante. Je vais illustrer mon propos par des images qui, pour la plupart, sont tirées de la magnifique bibliothèque numérique de l'Observatoire de Paris, que je vous conseille d'aller voir, parce qu'il y a vraiment des clichés absolument remarquables et des tonnes de pièces très intéressantes. Cette bibliothèque numérique a été ouverte pour les 350 ans de l'Observatoire de Paris. Et elles sont libres de droit pour un usage non commercial. Donc je peux les mettre sur le diaporama ici. Alors je vais vous parler de mes sources. Donc j'ai plusieurs sources que vous pouvez pour la plupart consulter. Donc vous pourrez vérifier que ce que je raconte ne sont pas des fake news. Alors, tout d'abord, les carnets d'observation d'Edmé Chandon qui sont conservés à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris. Vous pouvez les consulter, il est possible, tout le public peut entrer à la bibliothèque de l'Observatoire et demander à consulter les carnets d'observation d'Edmé Chandon.
D'autre part, Edmé Chandon a publié. Donc on trouve ses écrits dans les revues spécialisées, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, et il existe un dictionnaire des astronomes qui a été fait par un astronome qui s'appelait Philippe Véron et qui est malheureusement décédé. Et ce dictionnaire des astronomes est en ligne également. Donc vous pouvez trouver la courte biographie d'Edmé Chandon par Philippe Véron en ligne également. Je me suis beaucoup appuyée sur les rapports annuels sur l'état de l'Observatoire de Paris qui sont numérisés par Gallica. Donc vous pouvez aussi les consulter. Et j'ai aussi commenté une lettre de Benjamin Bayot, qui était directeur de l'Observatoire, sur le site Images des mathématiques. Vous pouvez aller voir aussi cette lettre commentée. Et si vous allez y voir, vous constaterez que l'essentiel de mon exposé reprend ce que j'ai écrit sur ce site Images des mathématiques. Voilà. Alors, dans cet exposé, je vais essayer de dépasser les clichés et les analyses simplistes auxquelles on pourrait avoir tendance à se donner, et vous montrer que si tout fut loin d'être rose, les femmes travaillant à l'Observatoire de Paris dans l'entre-deux-guerres purent pratiquer une activité scientifique, mener des recherches approfondies, et que même si elles furent en but à l'hostilité de certains collègues et à la frilosité de l'Académie des sciences, elles bénéficièrent du soutien de leur direction qui les encouragea à poursuivre leurs études. Il revenait au sinistre gouvernement de Vichy de clore cette sorte de parenthèse enchantée, d'où les deux 1908-1940. Alors, voici mon plan. Donc, je vais débuter par quelque chose sur l'ouverture aux filles de l'enseignement secondaire et supérieur, un bref paragraphe. Puis, je vous parlerai des stagiaires à l'Observatoire de Paris, puis de la Grande Guerre, 14-18, puis d'un entre-deux-guerres fertile en travaux variés, ça sera la partie la plus longue de l'exposé, et je terminerai donc par le côté très négatif, la loi de Vichy contre le travail féminin. Voilà. Alors on débute par l'ouverture aux filles de l'enseignement secondaire et supérieur. Donc c'est la loi Camille C du 21 décembre 1880 qui crée un enseignement secondaire féminin. Le décret et les arrêtés d'application paraissent en 1882. Et donc c'est à partir de 1882 que les lycées de jeunes filles s'ouvrent dans la France entière. À titre d'exemple, le lycée de Nantes ouvre dès 1882 dans la rue Arrouis, qui est dans les bâtiments qui sont devenus par la suite école primaire. Donc l'école primaire de la rue Arrouis, c'était l'ancien lycée de jeunes filles de la ville de Nantes. Il n'a été transféré dans les locaux actuels qu'en 1928. Mais jusqu'en 1924, les lycées de jeunes filles s'arrêtent au brevet supérieur. Donc, Edmé Chandon, qui va être bachelière S-lettres et S-sciences en 1903, s'est forcément présentée en candidate libre. À la suite de son bac, elle va devenir étudiante à la Faculté des sciences de Paris et décrocher une licence S sciences mathématiques en 1906 et l'agrégation de mathématiques en 1908. Il s'agit de l'agrégation féminine qui va durer jusqu'en 1974. C'est assez intéressant de resituer ces dates, hein, de se dire que ce n'est pas très très loin de nous. Voilà. Alors, comme leurs homologues masculins, les lycées de jeunes filles ne scolarisent bien évidemment qu'un faible pourcentage d'une classe d'âge. Toutefois, ils s'ouvrent à la petite bourgeoisie de négoce, à laquelle appartient Edmé Chandon, et aux petits employés et fonctionnaires, comme nous le verrons dans d'autres destins d'astronomes contemporaines d'Edmé Chandon. Donc, c'est donc un ensemble non négligeable de jeunes femmes qui ont reçu une éducation secondaire qui va émerger au tournant du siècle. Voilà, donc ça c'était pour situer le contexte éducatif. Alors, des stagiaires à l'observatoire. Donc la photo du milieu, c'est la terrasse de l'observatoire, la terrasse du bâtiment Perrault de l'Observatoire de Paris. Edmé Chandon va faire donc toute sa carrière à l'Observatoire de Paris et il est important de décrire le personnel
et les tâches de cette institution qui a été créée, je vous le rappelle, en 1667. J'ai choisi de commencer par un panorama de la situation en 1906, c'est-à-dire 2 ans avant l'arrivée d'Edmé Chandon. Et quand je lis le rapport annuel pour 1906, je trouve 18 hommes, dont vous voyez un échantillon sur la photo du milieu. Parmi ces 18 hommes, 10 font partie du corps des astronomes, qui va nous intéresser ce soir. Le corps des astronomes comporte 3 grades. On entre comme aide-astronome, puis on devient astronome adjoint, et si tout va bien, on devient astronome titulaire. À l'intérieur de chacun des grades, il y a des classes qui fixent les rémunérations. Mais à grade égal, hommes et femmes sont payés de la même manière. Les rémunérations sont identiques. Les membres du corps des astronomes ont en charge le service d'un ou plusieurs instruments. On en reparlera dans les paragraphes ultérieurs, avec lesquels ils observent régulièrement le Soleil, les planètes et les étoiles. Là, vous voyez sur la terrasse de l'observatoire un certain nombre d'instruments qui sont sortis. Depuis 1887, l'Observatoire de Paris est cheville ouvrière d'une grande opération internationale qui s'appelle la Carte du ciel. Les observatoires partenaires se sont partagés des zones célestes et photographient avec le même instrument des étoiles de chacune de ces zones. J'ai apporté 2 clichés ici. Alors c'est un peu décevant. Un cliché de la carte du ciel, c'est une grande page blanche avec des petits points noirs. Voilà, c'est ça, un cliché de la carte du ciel. Alors vous pouvez aller en chercher à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, qui s'en débarrasse actuellement parce qu'elle en possède plusieurs exemplaires. Donc il y a une pile comme ça, vous pouvez aller chercher des clichés de la carte du ciel. Moi j'en ai pris 2 qui ont été faits en 1921 par une de mes astronomes, Rose Bonnet, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, de 1892 à 1901, je suis obligée de regarder mon papier pour les dates parce que je ne connais pas par cœur, le bureau des mesures de la carte du ciel de l'Observatoire de Paris est dirigé par une autre femme remarquable, dont vous avez la photo à gauche, qui est Dorothea Klomke, née en 1861 et décédée en 1942. Elle est née à San Francisco et elle y mourra. C'est la première femme à obtenir le grade de docteur en sciences mathématiques en France en 1893. Mais en raison de sa nationalité américaine, elle ne pourra jamais devenir membre du corps des astronomes. Elle est toutefois la seule directrice d'un bureau de mesure de la carte du ciel pour le monde entier. Dorothea Klomke va se marier en 1901 avec un astronome britannique qui s'appelle Isaac Roberts. Elle va le suivre en Angleterre. Il ne va pas vivre très longtemps et devenue veuve, elle va devenir mécène de l'Observatoire de Paris avec lequel elle va conserver d'excellentes relations. Les dames que vous voyez, bonjour, les dames que vous voyez autour de Dorothea Klomke sont ce qu'on appelle les dames de la carte du ciel. Elles ne sont pas comptabilisées dans le personnel, dans les 18 personnes que je vous ai dit pour l'Observatoire de Paris, parce qu'elles sont pour la plupart auxiliaires, payées à la tâche. Toutes les observations astronomiques de l'Observatoire doivent être aussi réduites par le calcul. Donc l'Observatoire compte dans son personnel 6 calculateurs. En 1906, où j'ai choisi de faire mon panorama, ce sont tous des hommes et ils sont auxiliaires pour la plupart. Enfin, il y a aussi un élève et un assistant volontaire, donc uniquement 18 hommes en 1906. Avec la montée en puissance des opérations internationales et les progrès de l'instrumentation, les tâches se multiplient et se complexifient. Et la nécessité d'avoir un personnel qualifié se fait de plus en plus sentir. Jusque-là, les procédures de recrutement à l'Observatoire de Paris étaient pour le moins opaques. On pouvait devenir astronome de père en fils, souvent, et on ne s'assurait pas, avant qu'ils soient sur le terrain, de la qualité des impétrants. Donc on se trouvait quelquefois avec des gens qui ne savaient pas faire grand-chose. Et donc du coup, un décret paraît le 15 février 1907, qui organise un stage non rémunéré de 2 ans minimum, qui devient obligatoire pour devenir membre du corps des astronomes. Edmé Chandon
va entrer à l'Observatoire en 1908, donc très très peu de temps après ce décret, pour y effectuer son stage. Elle va faire ce stage pendant 4 ans, et pendant 4 ans, elle va être la seule femme stagiaire. En 1912, elle va devenir aide-astronome, c'est-à-dire qu'elle va franchir le premier échelon du corps des astronomes. Donc, est-elle la première astronome française? C'est la première femme à pénétrer le corps des astronomes en France. Donc, on peut considérer que c'est la première astronome française rémunérée. Alors, la même année, 1912, Maria Theohary entre comme stagiaire à l'Observatoire de Paris. Maria Theohary est née la même année qu'Edmé Chandon, 1885. Elle est roumaine. Donc, elle vient faire son stage à Paris. Malheureusement, en 1914, elle tombe malade. Je ne sais pas si... Non, ce n'est pas la grippe espagnole, parce que la grippe espagnole, c'est 1918 plutôt. Hein. Donc, bon, elle tombe malade et elle retourne en Roumanie. Mais elle guérit de sa maladie, puisqu'elle va vivre jusqu'en 1975, et que dans son pays, elle va exercer les professions de professeur de mathématiques et d'astronome. Voilà. Alors, on passe maintenant à un événement fondamental, la Grande Guerre. Donc là aussi, je voudrais prendre 2 clichés, 2 instantanés, 1912 et 1920. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le rapport de 1920. En 1912, comme je vous l'ai dit, Edmé Chandon est la seule femme du corps des astronomes et Maria Theohary est la seule femme stagiaire. En 1920, Edmé Chandon est encore la seule femme dans le corps des astronomes, mais les 5 stagiaires sont des femmes. Donc vous avez leur nom là, je vais vous parler de chacune d'entre elles. Donc la première, c'est Andrée Hervé, qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire de jeunes filles et qui deviendra par la suite calculatrice. Normalement, vous devez trouver son nom dans le rapport. Là. 3 des stagiaires sont titulaires d'une licence, comme Edmé Chandon, et intégreront par la suite le corps des astronomes. Rose Bonnet, dont je vous ai montré un cliché de la carte du ciel, Jeanne Clavier et Marguerite Lhomme. La 5e, que vous voyez mentionnée, s'appelle Suzanne Goursat. Elle est née en 1893. Elle devra interrompre son stage pour raison médicale et quittera l'observatoire. Mais les autres vont continuer une longue carrière à l'observatoire. J'ai dit plus haut que je préciserai le milieu social de ces jeunes femmes. Donc, les pères d'Andrée Hervé et Jeanne Clavier sont employés des postes et télégraphes à Brest. C'est assez curieux, mais elles viennent toutes les deux de Brest. Rose Bonnet, son père, est conducteur des ponts et chaussées. Et Marguerite Lhomme, son père, est garde-magasin au chemin de fer. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'assiste pas à un phénomène de reproduction. On n'a pas un père astronome qui donne une fille astronome. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on est dans le milieu des petits fonctionnaires, généralement. Alors, ce n'est pas la peine que j'insiste sur l'hécatombe d'hommes jeunes dans les tranchées de Verdun et d'ailleurs. Vous savez tous qu'une génération masculine a été sacrifiée et les quelques rescapés se voient proposer, c'est écrit sur la première ligne du rapport, une situation avantageuse d'une autre nature. Donc les hommes se voient proposer une situation avantageuse d'une autre nature, ce qui explique que le seul stagiaire masculin ne donne pas suite à son stage et quitte l'Observatoire de Paris. Voilà. Je vous ai parlé dans mon introduction d'une lettre de Benjamin Bayot, directeur de l'Observatoire de Paris. Donc la lettre, c'est un brouillon qui est à gauche, que vous pouvez trouver sur le site Images des mathématiques, sous la forme de ce brouillon et sous la forme de sa transcription. Et donc, il écrit à un autre directeur d'observatoire, on pense que c'est l'Observatoire de Bordeaux. Et il dit que jusqu'en 1914, il hésitait à demander aux jeunes femmes qu'il avait sous ses ordres d'assurer des services de nuit, pour des raisons morales. Mais avec la guerre, il est contraint à mettre ces raisons morales dans sa poche, et il mesure à partir de ce moment l'investissement, le professionnalisme et l'efficacité de ses collaboratrices. Et il conclut sa lettre par ces mots que je trouve vraiment absolument remarquables. Je cite : «
Même si nous trouvions autant d'hommes que nous pourrions le désirer, j'estime que la moitié au moins du personnel pourrait, sans inconvénient, être féminin. Bravo, Benjamin Bayot, 1922. Alors, comme ses consoeurs dans toutes les branches d'activité, Edmé Chandon va participer à l'effort de guerre. En 1916, elle va faire de nombreux calculs qui vont lui être demandés par le ministre de l'Instruction publique, je cite, pour la défense nationale. Le nom de Benjamin Bayot est aujourd'hui attaché, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'astronomie, à l'un des services clés de l'observatoire, qui est le service de l'heure. On y reviendra dans le paragraphe suivant. Depuis 1910, l'heure légale française, dont l'Observatoire est le gardien, et il est toujours le gardien de l'heure légale française aujourd'hui, est envoyée à tout l'Hexagone et aux colonies par TSF à partir de la Tour Eiffel. Donc c'est l'illustration que vous voyez sur la diapositive. Mais la guerre fait craindre un siège de Paris, comme ce fut le cas en 1870, ou à tout le moins un bombardement de la Tour Eiffel. Et donc, du coup, Benjamin Bayot se dit qu'il est préférable de déplacer le service de l'heure et il l'expédie à Lyon. Et c'est Edmé Chandon qui va être chargé du service de l'heure avec 2 de ses collègues masculins à Lyon jusqu'à la fin de la guerre, et elle va même y rester jusqu'en 1919, alors que ses 2 collègues sont déjà rentrés à Paris. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à une partie beaucoup plus longue où on va étudier les différents travaux que va mener Edmé Chandon à l'Observatoire de Paris pendant sa courte carrière. Donc je commence par ce qu'on appelle les tâches de service d'instrument. C'est le premier travail d'un membre du corps des astronomes. Edmé Chandon va débuter à ce qu'on appelle le grand instrument méridien. Donc c'est la première diapositive à gauche. Elle va y observer les passages d'étoiles au méridien dans le but de déterminer l'heure et aussi de perfectionner les catalogues d'étoiles. Un peu plus tard, elle va se voir confier le cercle méridien de Bouty, qui est l'instrument qui est au milieu, qui a le même usage. Enfin, l'équatorial de la tour de l'Ouest, qui est sur la dernière diapositive, va lui permettre de se livrer à d'autres observations, en particulier les étoiles doubles, les comètes, et ce qu'on appelle à l'époque les petites planètes, c'est-à-dire les astéroïdes qui sont situés entre Mars et Jupiter. Du reste, en 1935, l'un de ses collègues, l'astronome belge Eugène Delporte, qui a découvert 66 astéroïdes, on en découvre énormément à cette époque, va en nommer un, Edmé, en hommage à sa collègue. Et comme nous le verrons également par la suite, Edmé Chandon va mettre le pied à l'étrier à plusieurs de ses collègues féminines, en particulier les 4 qu'on a vus tout à l'heure dans le rapport de 1920. Deuxième aspect, le service de l'heure et le Bureau international de l'heure. Donc j'en ai déjà dit un petit mot. Donc Benjamin Bayot, comme vous l'avez perçu dans sa lettre, a trouvé tout de suite que la jeune femme qu'il avait sous ses ordres présentait de rare qualité, et il va en faire sa première collaboratrice au service de l'heure. La tâche est triple. Tout d'abord, il faut distribuer l'heure à l'intérieur de l'observatoire. Ensuite, il faut déterminer l'heure légale pour la ville. Ensuite, il faut envoyer cette heure par TSF depuis la Tour Eiffel. Donc 3 tâches qui incombent à l'Observatoire de Paris. À partir de 1912, Edmé Chandon a en charge les 2 derniers aspects, donc déterminer l'heure légale et l'envoyer par TSF. Elle contrôle la marche de la pendule de temps moyen, donc vous avez la salle des pendules dans la diapositive du milieu, et elle envoie l'heure. En 1913, Benjamin Bayot crée le Bureau international de l'heure, qu'on appelle le BIH. Malheureusement, ça tombe mal, 1913, la guerre survient très peu de temps après, et donc du coup, il est obligé de mettre son projet un petit peu dans les cartons et d'attendre des jours meilleurs. Donc on considère en général que le Bureau international de l'heure a été créé en 1919, et on a fêté son centenaire l'an dernier. Mais en réalité, il avait été créé en 1913.
En 1922, Benjamin Bayot publie les résultats de la première décennie du BIH. Donc ça veut bien dire qu'il considère qu'il travaille depuis 10 ans au Bureau international de l'heure, avec le concours d'Edmé Chandon. Et le mémoire dans le bulletin astronomique, comme vous pouvez le constater, porte les 2 signatures, Benjamin Bayot et Edmé Chandon. Ce qui est aussi assez exceptionnel. Troisième aspect de sa carrière, justement, les observations exceptionnelles. La vie de l'astronome donc, est marquée par des événements comme par exemple les éclipses. En août 1914, au moment où se déclare la guerre, l'astronome amateur Aimard de la Baume-Pluvinel part en Crimée pour observer une éclipse totale de soleil à Théodosie. Edmé Chandon l'accompagne à titre d'observatrice bénévole. Mais les 2 assistants de la Baume-Pluvinel sont mobilisés très très vite et le séjour est écourté. Mais la mission rapporte quand même de belles observations de la couronne solaire, donc je vous en ai mis une ici. Bon, il se trouve qu'Edmé était allée là-bas à titre de bénévole et elle n'est donc pas citée dans le rapport de cette éclipse. En revanche, le 3 mai 1920, c'est à titre tout à fait institutionnel et officiel qu'elle s'occupe de l'observation d'une éclipse de lune qu'elle va décrire dans le bulletin de la Société astronomique de France. Et donc c'est le document qui est au milieu. Elle va aussi assister un de ses collègues masculins dans la quête des comètes. Ces observations de planètes sont assez rares, mais en 1929, c'est le dernier document, elle participe avec le chef de service Armand Lambert, qui est né en 1880 et qui décédera en 1944, on aura l'occasion d'en reparler, et Mademoiselle Chevalier, qui est entrée comme stagiaire en 1924 et qui deviendra être astronome en 1932, donc une nouvelle demoiselle. Donc ils participent tous les 3 à des observations des planètes Uranus et Neptune, qui sont à l'époque les objets du système solaire les plus lointains, puisque la planète Pluton, qui n'est plus une planète, mais bon, Pluton, ne sera découverte qu'en 1930. Par la suite, Mademoiselle Chevalier, qui deviendra Madame Dubois. Alors, le problème des mariages, c'est un problème qui complique le travail de l'historien, parce qu'on perd quelquefois le fil de la personne qu'on suit, du fait du changement de nom. Donc, Mademoiselle Chevalier puis Madame Dubois assistera souvent Edmé Chandon dans ses observations. Donc on trouve souvent le couple Edmé Chandon, Mademoiselle Chevalier. Aspect suivant, les calculs. Donc j'ai dit plus haut que les observations nécessitent des calculs de réduction. Donc des calculateurs sont appointés pour ce travail, mais leur petit nombre ne suffit pas pour écouler les innombrables données qui sont accumulées par les observateurs du corps des astronomes. Donc les membres du corps des astronomes prennent l'habitude de faire des calculs quand ils n'ont rien d'autre à faire. C'est le cas quand il fait un temps comme aujourd'hui, où ils ne peuvent pas observer. C'est le cas aussi quand les instruments sont en réparation. Donc il peut arriver que l'astronome soit en chômage technique, et dans ce cas-là, il s'adonne à des calculs. C'est dans son intérêt, parce que plus vite les observations sont publiées, mieux ça vaut, puisqu'il y a une réelle compétition internationale sur les observations. Donc, Edmé Chandon, en 1917, va faire les calculs pour les observations qu'elle a réalisées en 1916. Et quand elle ne fait pas les calculs elle-même, elle les vérifie. Donc, il y a une partie de son travail qui consiste en calcul. Alors, je saute à 1935. Un phénomène très très important est la création de la Caisse nationale de la recherche scientifique, qui deviendra par la suite le CNRS. Et avec le gouvernement de Front Populaire, la situation des chercheurs s'améliore. À l'époque, Edmé Chandon est plongé dans une recherche théorique dont je vous reparlerai tout à l'heure, et la CNRS lui donne 2 calculatrices. 2 calculatrices lui sont affectées pour mener à bien ses recherches. Alors, j'ai vu qu'il y avait une demoiselle Thomas, mais je n'ai pas trouvé d'informations biographiques sur mademoiselle Thomas, et je ne connais pas le nom de la 2e calculatrice. C'est quelquefois très très difficile de pister ces membres féminines de l'Observatoire de Paris.
Le nom d'Edmé Chandon est associé à un instrument conçu au début du XXe siècle par Auguste Claude et Ludovic Driancourt, qu'on appelle l'astrolabe à prisme. Le mot astrolabe évoque évidemment l'instrument de l'Antiquité qui a été perfectionné par les astronomes arabes, que vous avez tous en tête. La seule parenté entre l'astrolabe que vous avez en tête et l'astrolabe à prisme, c'est que ce sont deux instruments qui servent à mesurer des hauteurs d'astres. L'astrolabe à prisme se fixe comme objectif de remplacer le théodolite pour déterminer les latitudes et les longitudes. Alors, il en existe deux modèles. Il y a un petit modèle que vous voyez dans la vitrine de l'IGN, qui est très facile à transporter et qui va devenir le compagnon de tous les ingénieurs et officiers géographes chargés de cartographier les colonies. Le grand modèle, à poste fixe, est celui dont Edmé va devenir la spécialiste. Je n'ai pas trouvé de photo, je suis désolée. Et je ne sais pas trop bien où il était installé, mais il était installé à l'Observatoire de Paris, sur le pilier du jardin. Alors, si vous avez des informations sur le pilier du jardin, ça m'intéresse. Les concepteurs ont expliqué le mode d'emploi en 1910. Donc, on construit un instrument pour elle en 1915, et elle s'y entraîne seule, puis elle est rejointe à partir de 1927 par Rose Bonnet, dont je vous ai parlé, qui est devenue aide astronome en 1925. Edmé a atteint, quant à elle, le grade d'astronome adjointe en 1924. Elle participe aux opérations internationales des longitudes de 1926 à 1933, et en 1927, à l'Observatoire de Paris, se réunissent tous les utilisateurs de l'astrolabe à prisme, des quatre coins du monde, et en particulier pour la France, de l'Algérie, française bien sûr, et de Zikawei en Chine, où nous avons une station astronomique. Il y a aussi des astronomes de San Diego qui viennent pour cette réunion de tous les observateurs à l'astrolabe à prisme. Là, je vous ai mis c'est pas très visible, mais c'est des photos que j'ai prises des carnets d'observation d'Edmé Chandon. Bon, c'est assez difficile à décrypter et assez difficile à photographier. Alors, ces résultats qu'elle va obtenir à l'astrolabe à prisme, elle va aussi les publier, en particulier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et pour terminer sur ses travaux, mais pas sur son histoire, ses travaux personnels. Donc, dans sa lettre de 1922, Benjamin Bayot disait à son collègue « J'envisage pour elle le doctorat ès sciences ». Et effectivement, elle va soutenir sa thèse en 1930 sur les marées de la mer Rouge et du golfe de Suez, dans lequel elle va s'intéresser à tous les modèles mathématiques sous-jacents à cette théorie des marées. Donc c'est une thèse de mathématiques, ce n'est pas une thèse descriptive des marées, c'est vraiment une thèse de mathématiques. Le jury est présidé par Ernest Esclangon, dont je vous ai mis une photo, qui va succéder à Benjamin Bayot à la tête de l'Observatoire de Paris. Et l'Académie des sciences va saluer cette thèse en lui décernant le prix Lacaille. À partir de 1933, elle va se pencher sur un autre problème théorique compliqué, qui est celui de la libration physique de la Lune. Donc c'est ce mouvement qui fait qu'on peut voir une toute petite partie de la face cachée de la Lune. Et là aussi, ce sont des travaux de mathématiques qu'elle effectue pour décrire ce mouvement de libration physique. Et c'est à cette occasion-là que la CNRS lui attribuera 2 calculatrices. Cette fois, l'Académie des sciences lui attribue, en 1939, le prix D'Aumale. Tous les travaux personnels d'Edmé Chandon ont donc une visibilité institutionnelle. Ça n'est pas une invisibilisée, on ne peut pas dire ça. Tous ces travaux ont été publiés soit dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, soit dans le bulletin astronomique, et évidemment dans les rapports, enfin mentionnés en tous les cas dans les rapports annuels sur l'état de l'observatoire. Et elle a reçu 2 prix. Elle est aussi membre de la Société astronomique de France depuis 1909 et elle est connue du grand public des amateurs d'astronomie. Toutefois, elle n'a pas fait de vulgarisation et elle n'a pas écrit pour le public des amateurs. C'est vraiment une astronome professionnelle. Alors, là, pour l'instant, on a vu
que le côté rose de l'affaire. On arrive aux résistances. Donc, résistance, première constatation, ni Edmé Chandon ni Rose Bonnet ne graviront la dernière marche et ne deviendront astronomes titulaires. La décision relève de la compétence de l'Académie des sciences. Si elle avait dépendu de l'Observatoire, vu le soutien de leurs directeurs successifs, elles auraient eu certainement le poste d'astronome titulaire. Mais la décision relève de la compétence de l'Académie des sciences. En 1930, Edmé concourt avec le soutien de son directeur Bayot pour devenir astronome titulaire, car 2 postes sont vacants. Elle obtient 13 voix de l'Académie des sciences et ses 2 collègues masculins en obtiennent 34 et 35. Donc, pas de poste pour elle. L'un des 2 est Armand Lambert, dont on a parlé et dont vous avez ici une photo, qui est son chef de service à l'instrument méridien, qui est presque son contemporain, qui est entré à l'Observatoire 2 ans avant elle et qui a aussi beaucoup contribué au Bureau international de l'heure. Donc ils se sont côtoyés à de multiples reprises. Deuxième constatation, désignés par le ministère de tutelle, celui de l'instruction publique, tous les chefs de service sont des hommes. J'ai d'abord pensé que pour devenir chef de service, il fallait être astronome titulaire. Mais Armand Lambert est le parfait contre-exemple, puisqu'il va devenir chef du service méridien alors qu'il n'est qu'astronome adjoint. Donc il n'y a pas besoin d'être astronome titulaire pour être chef de service, mais Edmé Chandon ne sera jamais chef de service. Pourtant, certains instruments lui ont été confiés en main propre. Le cercle de Bouty, l'astrolabe à prisme. Personne d'autre ne travaille sur ces instruments. Elle pourrait devenir chef de service de ces instruments. Ben non, ça ne suffit pas. Voilà. Alors, je vous ai mis la photo en bas à droite de mon amie Suzanne Desbarbas, qui est née en 1928 et qui est astronome honoraire à l'Observatoire de Paris, qui a connu, alors elle n'a pas connu Edmé Chandon, puisqu'Edmé Chandon est morte en 1944, mais elle a connu Rose Bonnet. Et elle m'a dit que Rose Bonnet avait conçu une profonde amertume de ne pas avoir pu accéder au dernier échelon du corps des astronomes et que sur ces dernières années, elle était vraiment très, très amère. Après la guerre, plusieurs femmes deviendront astronomes titulaires, mais Suzanne n'a pas été capable de me dire quelle fut la première. Donc la première astronome titulaire française, je ne suis pas capable de vous dire qui c'est. Alors l'hypothèse, c'est Simone Dumont qui est née en 1924, mais je n'en suis pas sûre du tout. Donc si vous avez des informations sur la première astronome titulaire française, je suis preneur. Et là, on va arriver au côté noir de l'affaire. Donc j'ai dit au début que l'histoire finissait mal. Je suis désolée, ce n'est pas happy end. On connaît bien les lois raciales du régime de Vichy. Et du reste, Armand Lambert, que je vous ai montré tout à l'heure, va en être victime parce qu'Armand Lambert est juif. Il va être arrêté et il va être déporté à Auschwitz où il va mourir en 1944. Mais on connaît moins les lois contre le travail féminin. Chez le tenant du travail famille-patrie, le travail est masculin, bien sûr. La femme reste à la maison pour s'occuper de la famille, comme vous le voyez sur la belle affiche à droite. Pétain et ses sbires ne vont pas tarder, car la loi sur le travail féminin était édictée dès le 11 octobre 1940. Donc c'est une des premières lois qui soit édictée par le régime de Vichy, à l'instigation du tout nouveau Commissariat général de la famille. Donc, toute femme mariée se voit interdire l'accès aux carrières de fonctionnaires. Et toutes les femmes fonctionnaires de plus de 50 ans sont mises à la retraite d'office. Edmé Chandon a 55 ans en 1940. Et donc, elle est mise brutalement à la retraite, alors que son activité, comme j'ai essayé de vous le montrer, je pense que je vous en ai convaincu, se déploie dans de multiples directions, donc brutalement mise à la retraite. 2 ans plus tard, le vent commence à tourner et la loi est abrogée. Donc Ernest Esclangon, son deuxième directeur qui la soutenait comme le premier, la réintègre en 1943. Et il essaye de nouveau de lui obtenir le statut d'astronome titulaire.
Là encore, l'Académie des sciences va préférer un homme, André Couder. Dans son dictionnaire des astronomes dont je vous ai parlé, Philippe Véron cite un brouillon de lettres de André Couder à André Danjon, qui deviendra par la suite directeur de l'Observatoire de Paris, et qui dit, je cite, « Je crois qu'Ernest, donc Ernest c'est Esclangon, outre Bernard c'est Bernard Liot, qui va effectivement devenir astronome, tâchera de faire nommer Edmé, réintégrée, candidate selon son cœur. Ce serait un désastre. » Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, André Couder a obtenu gain de cause et est devenu le deuxième astronome. Edmé Chandon décède l'année suivante, en 1944, à son domicile de l'avenue de l'Observatoire, et je ne sais pas du tout dans quelles circonstances. Je ne suis pas du tout parvenue à trouver dans quelles circonstances. Une autre lettre que Philippe Véron cite de Danjon dit « Madame Chandon a eu une triste fin ». Je n'ai retrouvé aucune de ces deux lettres et je ne sais pas comment Edmé Chandon est morte. En conclusion, je crois que je vais être à peu près dans les temps. Ouais. Il est plus difficile de mener, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il est plus difficile de mener des recherches sur les femmes astronomes que sur leurs homologues masculins, car les documents sont lacunaires. Ainsi, je suis allée aux archives de l'Académie des sciences pour essayer de trouver des traces des deux prix qu'Edmé Chandon a obtenus, le prix Lacaille et le prix D'Aumale. La plupart du temps, quand des prix sont remis à des astronomes ou à des scientifiques en général, on a un dossier pour expliquer comment le prix a été remis et pour quelles raisons. Sur les deux prix d'Edmé Chandon, il n'y a rien. Alors, il y a des pistes que je n'ai pas encore explorées, en particulier les archives du ministère de l'Instruction publique. C'est un chantier en cours. J'ai commencé ce chantier quand la place Edmé Chandon a reçu son nom en mai 2019, donc je n'ai pas terminé. Je fais partie d'un projet de valorisation des procès-verbaux du Bureau des longitudes, piloté par l'Université de Nancy-Lorraine et le Bureau des longitudes. Edmé Chandon est cité dans 15 procès-verbaux, de 1920 à 1932, la plupart du temps pour l'astrolabe à prisme. Et donc nous avons choisi cette entrée pour parler d'elle dans des communications académiques qu'on va faire au second trimestre, si elles ne sont pas toutes annulées, parce que la première qu'on devait faire, c'était le 1er avril, et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'elle est annulée. Donc on va reparler d'Edmé Chandon à propos de l'astrolabe à prisme. Et je prépare actuellement aussi un travail sur un article sur l'ensemble des femmes de l'Observatoire de Paris dans l'entre-deux-guerres, où bien sûr Edmé Chandon va occuper une position importante. Donc j'ai tenté de vous montrer qu'en raison de conditions historiques particulières, la guerre de 14-18, et de la présence de directeurs ouverts, Benjamin Bayot et Ernest Esclangon, la période de l'entre-deux-guerres fut plutôt favorable à ces femmes. Aux États-Unis, on parle du harem de Pickering pour qualifier toutes les femmes qu'il embaucha et dont il favorisa la carrière à l'observatoire du Harvard College. Je ne souhaite pas qu'on parle du harem de Bayot ou du harem d'Esclangon, car cette expression à l'emporte-pièce cache souvent une réalité qui est beaucoup plus nuancée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que des directeurs, Pickering l'était, Bayot et Esclangon aussi, des directeurs acquis à l'entrée des femmes en astronomie leur ont ouvert les portes de l'observatoire, mais en avance sur leur temps, ils n'arrivent pas à les imposer sur le dernier degré du podium. Il n'empêche qu'elles parviennent, dans une certaine mesure, à sortir de l'invisibilité. Donc on ne peut pas dire qu'elles soient totalement invisibles. Et donner le nom d'Edmé Chandon à une place nantaise ne peut que contribuer, j'espère, à attiser la curiosité des passants sur cette femme que je pense remarquable. Je vous remercie de votre attention. J'ai oublié de vous dire, la diapo du milieu, on l'a découvert, c'est un collègue qui l'a découvert très récemment. Jusqu'à un mois, il y a un mois, je n'avais pas de photo de Rose Bonnet. Et donc là, sur la photo, vous avez Edmé Chandon qui est debout et Rose Bonnet qui est assise au centre de la photo. Donc j'ai maintenant une photo de Rose Bonnet et de Raymond Chevalier. Voilà. C'est le Labo des Savoirs.